Mon cher Ngo, je l'ai dit dès la confirmation de cette information, la France est tombée. Les mots sont pesés. La France est tombée. Il n'y a plus d'État français, il n'y a plus d'État France. La France n'a plus de président. Bien sûr, on va continuer à l'appeler président, mais il n'y a plus de président. La catastrophe est tellement grave. L'échec est tellement patent. L'amateurisme est flagrant. Le désordre et l'incohérence et l'anarchie étatique puent. Ça pue. Et tout ceci pour fonder, n'est-ce pas, un propos comme le mien, à savoir, il n'y a plus d'État français, il n'y a plus de président. Nous sommes à un tournant historique. Et il faut que tous les Africains prennent la mesure de ce qui se passe. C'est un événement. Dans l'histoire, quand vous lisez l'histoire, c'est toujours un événement qui démontre que l'histoire passe à un autre niveau. Ah oui. C'est toujours à travers un événement que ceux qui sont alertes d'esprit, que ceux qui sont des hommes à la conscience historique avérée, comprennent et décryptent que là, l'histoire est en train de prendre un tournant. Quand l'histoire prend un virage, il ne prend pas les... Comment on dit ça, comment on appelle ça? Il ne prend pas les clairons, mais Edmond, les trompettes pour dire, mais voici, je suis en train de prendre un tournant. Non. C'est toujours à travers un événement qui souvent est anodin que l'histoire prend un tournant. On est là à un tournant historique, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Ça fait très longtemps en Afrique qu'on n'a pas vu un chef d'État africain se comporter comme ça à l'égard d'un président français. Et on connaît pourquoi. Parce que même pour nos présidents, il était admis que nous ne sommes pas encore des humains. Et que c'est l'autre en face qui dit notre niveau d'évolution. Quel est le niveau qu'on a atteint dans l'escalier que nous gravissons pour être humains. Mais là, c'est la première fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, mon cher gosse. Donc c'est un tournant historique. Et pour comprendre ce tournant historique, je convoquerai 4 aspects ou 3 aspects. Le premier aspect, c'est, je viens de le dire, notre dignité retrouvée. Monsieur Ngoz. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne vend pas, qu'on n'achète pas, qui n'ont pas de prix. La dignité n'a pas de prix. Vous savez, l'action politique peut permettre aux hommes d'améliorer quelques aspects de leur vie en termes d'amélioration qu'on peut quantifier sur le plan scolaire, sur le plan économique, bref, sur le plan de pouvoir d'achat, du train de vie, tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose que si un homme politique ne donne pas à son peuple la dignité, Edmond, il n'en est pas un. Il n'en est pas digne lui-même. Il n'en est pas un. Et le problème de l'Afrique, c'est ça, que ça fait très longtemps, très longtemps, des millénaires bientôt, que notre dignité, nous sentons que nous n'avons pas cette dignité-là. Mais là, le président malien, toute l'Afrique, regardez tout ce qui, cette clameur-là, regardez ce sentiment qui parcourt tous les Africains, partout ils sont dans le monde, qu'ils soient en Papouasie, qu'ils soient dans les îles reculées du monde, en Australie et partout, ce que le président malien a fait, ils se sont reconnus, ils ont dit, allons ça c'est l'Afrique, je suis africain, la fierté retrouvée. La dignité retrouvée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je pense à nos amis dans les Afro-Caraïbes. On en parlait vendredi quelque part encore avec eux. Ils disent, président, on est fiers. Assimi Goïta, l'État malien nous a donné une fierté. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. On est fiers. Ça n'a pas de prix. Et je voudrais dire merci au président Assimi Goïta, à son premier ministre, à l'État, aux dirigeants maliens, qui pour une fois, c'est rare en Afrique, ont pris la hauteur de l'événement et ont eu le courage et l'audace de poser un acte historique qui va changer le monde. En le faisant, ils se sont inscrits dans la lignée d'un Nasser. Vous savez, quand Nasser décide de nationaliser le canal de Suez, tout le monde dit qu'il est fou. Au regard de la configuration apparente du rapport de force, c'est la folie. Mais l'homme historique, l'homme qui tutoie l'histoire, ne raisonne pas comme le commun de mortels. Il analyse la conjoncture et il a l'audace de s'engager dans une action historique, là, pour paraphraser Hegel. Donc il se lance dans l'action historique. C'est ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Il y a l'autre dimension, c'est la dimension
soulevé par la problématique des conditions qu'a posées Assimi Goïta, le colonel. Il dit, pas d'accueil à l'aéroport, pas le tête-à-tête, pas de conférence de presse conjointe. Mais il faut faire une analyse de ces conditions-là rapidement pour comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe encore de très profond. Ça veut simplement dire que je n'ai pas besoin d'un contact personnel avec toi. Pourquoi un président peut refuser le contact personnel avec quelqu'un? Même dans des pires guerres. On a souvent vu en pleine guerre, pendant que les bombes sifflent, les deux protagonistes se rencontrent dans quelque part pour parler. Même si tu ne mets pas fin à la guerre, ça ouvre une petite perspective. Voilà. Mais là, on a là un chef d'État qui dit « Je ne veux pas de contact personnel avec toi. » Mais il faut dire la vérité aux gens, c'est clair. C'est un tueur. Monsieur Macron venait assassiner Assimi Goïta. Monsieur Macron venait assassiner Assimi Goïta. Cette histoire. Tout à l'heure, j'ai dit que j'ai bien retenu la leçon. Voilà. J'ai bien retenu la leçon. Et je sais où ça vient. Oui, bien sûr. Mon regard ici. Donc c'est pas moi. C'est que il n'y a pas de contact. Allons-y, monsieur. C'est le doyen Simon qui nous fait rire. Donc, il faut bien comprendre ce qui se passe. C'est que le président Assimi, je ne veux pas le contact physique avec toi. Parce que vous êtes des assassins. Toi, tu es un assassin. Tu as tué Déby. Et tu as un plan d'assassinat des chefs d'État que nous connaissons. Puisque nos enfants d'Afrique ont mis ça en public. Bien sûr. Et nous, on est en France avec nos enfants. Tu veux tuer les présidents. Parce que tes patrons ont dit que ta réélection dépend de ça. Et nous, on l'a dit depuis 8 mois. Que le plan secret de Macron est celui-là. Assassiner les chefs d'État. Déby, Touadéra. On a réussi à assassiner le président Maréchal, mais ça n'a pas, le but escompté n'a pas été atteint. Le président Touadéra, ça a été de jouer. Liquider tous ces présidents-là pour, n'est-ce pas, en finir avec la concurrence russe. Et nous disons depuis des mois que le président Assimi Goïta est dans le collimateur. Alors, M. Ngoz, il est très facile de tuer un président dans une visite. Moi, je vais vous dire comment ça se passe. Il y a des gangs qui sont très fins. Je mets ça sous ma main. Vous avez l'impression que je n'ai rien mis. C'est là. On vous dit que j'ai un gang, vous n'allez pas croire. Mais ce gang, il est chargé de poison. Je te salue, c'est fini. Au bout de 2 ou 3 semaines, tu es fini. Tu décèdes. Personne ne va faire le lien entre ma poignée de main et ton décès. Mais il y a plus. Je peux être chargé. Vous savez, voilà un monsieur qui dit qu'il vient pas à cause du Covid. Or, ils ont déversé les vaccins en France et partout. Malgré ça, il a peur du Covid. Mais et si c'était lui le Covid lui-même? Qui vous dit que M. Macron n'est pas le Covid? C'est-à-dire qu'il a un Covid spirituel, un engin covidique en mouvement. Et dès qu'il est quelque part, toute la zone est infestée. Éradiqué. Il suffit que vous respirez sa présence, c'est fini. Après, vous mourrez. Il faut dire ces choses. Ça se passe dans le champ politique tout le temps. Il faut dire ces choses, mettre ça sur la table. Sinon, dites-moi pourquoi le colonel Assimi Goïta a donné de telles conditions. Moi, je parle à partir de l'analyse des conditions posées par le président malien. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, de ce côté-là, on voit très bien que ça pose sur la table, ça va au-delà de la confiance. Ça met sur la table le fait que il y a une tradition d'assassinat systématique des chefs d'État africains qui tiennent tête à la France, par la France. Et on est dans une séquence historique qui montre que la seule solution pour la France, c'est de tuer Assimi Goïta. Donc il est normal que le président Assimi Goïta, n'est-ce pas, prenant la mesure de la situation, dise que ce monsieur, moi, si tu veux venir chez moi, pas de tête à tête. Pas d'accueil à l'aéroport, pas de conférence conjointe, autrement dit, pas de contact avec toi. Fais tes affaires, tu pars. Moi, je ne te vois pas. Viens au Mali, mais tu ne me verras pas. C'est ça que ça veut dire. De l'autre côté, il y a un truc plus grave, mon cher gosse. L'auto-invitation de M. Macron. Mais, de mémoire, chers panélistes, chers copanélistes, depuis que la diplomatie a été inventée, vous avez souvenance d'une auto-invitation de la part d'un dirigeant dans un pays où il s'auto-invite et dit « Je viens chez toi, sans ton avis, sans concertation, de manière solennelle, il dit « Je viens chez toi ». Il y a là quelque chose d'extrêmement nouveau dans la diplomatie mondiale et qui confronte ce que nous on dit depuis qu'il n'y a plus de diplomatie dans le monde. Parce qu'on nous demande tous les jours, moi on me dit tout le temps, oh non, c'est très bien ce que tu fais, président, on adore, mais un peu de diplomatie. Je leur dis, écoutez, moi, jamais vous allez me normaliser, vous n'allez jamais me conventionnaliser.
Mais moi, je les demande donc, je pose la question à Mondo Vision, c'est ça la diplomatie. Comment tu peux t'auto-inviter chez quelqu'un? Mais ça veut dire quoi? Il faut qu'on analyse profondément la signification diplomatique et géopolitique de l'auto-invitation de Macron au Mali. Mais quand on regarde la suite, ça ne passe de commentaires. L'État français tout entier est engagé dans cette folie, dans cette inexorable putréfaction, n'est-ce pas, de l'appareil et de la structure de l'État français, qui n'est que la conséquence logique des siècles et des siècles de pratiques criminelles d'État, du banditisme d'État, du mensonge, de la félonie et du crime érigé en pratique d'État. Voilà la conséquence. Dites-moi comment on peut expliquer ça. Depuis des mois, M. Macron dit une chose de son contraire en moins d'une heure concernant le Mali. Sa ministre des Affaires de la Défense a tenu des propos il y a quelques jours sur le Mali, c'est-à-dire qui sont... Exécrables. C'est-à-dire exécrables, Edmond, c'est le mot. Des propos exécrables. Le Parlement français a dit, on ne parle pas du Mali. J'ai suivi le président du Parlement français le dire. Le président du Sénat dit, en unisson, dans toute la classe politique, tout l'État français, dans toutes ces articulations législatives, exécutives et judiciaires, sont d'accord pour dire on ne parle pas du Mali, c'est une question d'honneur national. Et de survie. Et de survie. Mais d'où vient-il qu'en un temps record, le président donc a dit que, qui est l'expression la plus élevée de l'État français et de sa diplomatie, nous disent que je m'auto-invite au Mali, et 2 jours après il dit je ne parle plus au Mali. Il faut trouver un autre mot pour qualifier ça. Ce n'est pas un échec, c'est plus que ça. Ce n'est pas un raté, c'est plus que ça. C'est la fin d'un État. C'est la fin d'un État qui s'est construit sur le crime absolu, qui a bâti sa prospérité sur la négation de la vie des autres États et des autres peuples. C'est l'abjection le plus absolue, mon cher Gosse, qui en tant que, a dit que, qui s'est incarné dans l'État et dans ce qui les anime pour le cas de la France, c'est ça qui est en train de mourir là. On voit sa mort devant nous, une mort qui peut surprendre les naïfs, mais qui est une vraie mort et qui traduit la fin d'une époque et d'un cycle. Il faut que les Africains en prennent la mesure. Il faut que les Africains en prennent la mesure. Il faut que les dirigeants africains qui tardent encore à comprendre l'histoire en prennent la mesure. Tant pis pour les Bazoum et les Kaboré. Tant pis pour la mort en Côte d'Ivoire et les autres. Mais il faut que les dirigeants africains qui jouent encore le double jeu, qui ont un pied devant, un pied derrière, prennent la mesure de l'accélération de l'histoire. Et que les conversions radicales s'opèrent dans la tête de nos dirigeants qui comprennent que l'avenir ce n'est plus en France. L'avenir ce n'est plus en Occident. À la limite, ça pourrait encore être des partenaires comme les autres. C'est-à-dire des petits partenaires comme les autres. Mais l'avenir, ce n'est pas là-bas. Notre avenir, et Assimi vient de le montrer, c'est sur nous-mêmes. L'avenir autocentré, c'est sur nous-mêmes. Être notre propre centre. Je chute avec la leçon que je retiens là-dedans. C'est très important pour l'Afrique. Vous savez, l'Occident a réussi à vouloir nous diviser dans des faux combats. Liés à diverses sortes d'appartenances. Appartenance religieuse, tout ce que vous voulez. Mais là, qu'est-ce qu'on voit au Mali et en Afrique? Quand les Africains transcendent les clivages, quand ils transcendent les fausses appartenances, ils sont puissants et forts. Vous savez, Assimi Goïta est d'obédience musulmane, non? Ça empêche quoi? Est-ce que moi je suis musulman? Du tout. Est-ce que Edmond Piat est musulman? Simo c'est un traditionnaliste. Mais unis, quand on transcende tout ça et qu'on a le même but, on est invincible. Toute l'opinion publique africaine, de par le monde, a compris que l'enjeu malien, c'est l'enjeu de tous les Africains. C'est l'enjeu de l'Afrique. Et qu'il faut qu'on soit un. Et quand cette unité-là est réussie, ne serait-ce que sur le plan spirituel, ne serait-ce que sur le plan spirituel, je veux dire que c'est un plan immatériel, même sur le plan seulement de l'opinion, quand cette unité est réussie, on est puissant, mon cher gosse. La force de l'Afrique à l'heure actuelle, c'est cette, comment on appelle ça, c'est cette opinion publique que nous avons construite depuis 10 ans. Il y a en Afrique aujourd'hui une opinion publique africaine. Ce qui n'a pas été le cas, ça fait plus de 500 ans, Edmond, même plus. Beaucoup plus. Une opinion publique a émergé et qui s'est imposée. Et le monde entier sait maintenant qu'on ne peut pas faire en Afrique sans cette opinion publique. Et c'est une opinion publique panafricaniste, de grâce. Il ne faut pas détruire ça par les divisions de pacotille. C'est la leçon que j'ai retenue aussi, cet événement. Président Manakali, avec les décisions du colonel Assimi Goïta du côté du Mali, n'est-ce pas de bon temps aujourd'hui de prendre la mesure de ces décisions et de prendre le combat à bras le corps pour ne plus s'arrêter, pour botter hors
totalement et entièrement la France sur le sol africain. Non, il faut demander à ceux qui ne croyaient pas de se réveiller. Nous, on a un problème. Nous, on va intensifier. On avance. Nous, on intensifie, on avance. Ça fait 10 ans qu'on porte ce mouvement, mais c'est pas maintenant qu'on va lâcher, puisque on est au tournant, là. Oui. On est au tournant. C'est nous qui constatons le tournant. Donc, on va ajuster la voiture panafricaniste, pas panafricain, panafricaniste, n'est-ce pas, au virage. Elle doit tenir bon. Et elle tiendra bon. Ah oui. Elle tiendra très bon. Amen. Tout à l'heure, à la suite de tout ce qui a été dit, il faut continuer à exposer au monde, n'est-ce pas, les modalités pratiques du banditisme, de la criminalité d'État, n'est-ce pas, d'État, qui est la marque caractéristique de la France, qui elle-même n'est que la figure la plus en vue de l'Occident. Dans ce que vous voyez là au Mali, il y a les États-Unis. Il ne faut pas faire les analyses des enfants. Les gens, on connaît le panafricanisme, au niveau où on a placé le débat. Donc il ne faut pas que les Américains font comme si on ne les voit pas. Dans ça, il y a les États-Unis. Vous savez que le président américain à l'heure actuelle, c'est un fantôme. C'est-à-dire, pour la première fois dans l'histoire, il y a un fantôme dans un palais. De temps en temps, il a une forme humaine. De temps en temps, on ne sait pas à quoi il ressemble. C'est un fantôme. Hein? Il paraît même que, je ne sais pas si vous avez vérifié ça, il faut qu'on vérifie ça. Il paraît que même toute sa présidence, c'est un théâtre qu'on tourne dans un studio. Et que de temps en temps, on attrape les acteurs qui ont fini le film, on les attrape quand ils veulent sortir. Bon, il faut vérifier ça, mais je vois des choses qui circulent comme ça. Bon, il ne faut pas qu'on nous qualifie de complotisme, mais je pense que c'est récurrent, on commence à... Bon, ce monsieur ne reconnaît ni ses secrétaires, il ne reconnaît pas ses ministres, secrétaires d'État, il ne connaît pas son avion. Je ne dis pas de Joe Biden. Et il bave pratiquement, c'est-à-dire que vous le mettez en plein ciel, il bave. Chef dormi des sommets. Il dort en plein sommet, donc c'est quelqu'un. Dans tous les sommets, il y a un problème. Quand c'est un Américain, 4 demandes qu'on le destitue. Donc, il y a les États-Unis derrière cette affaire. Vous avez l'Union européenne, Edmond. Et d'ailleurs, qui a couru pour aller sanctionner, soi-disant, Wagner. Donc, en Union européenne, vous avez l'Allemagne. Donc, ce qui se joue là, ce n'est pas seulement le jugement de la France, qui est en première ligne, pour qu'il n'y a même pas d'état d'âme à voir. Peut-être c'est elle, le fer de lance. La tête de proue. La tête de proue, merci. du bloc criminel, du bloc de criminocratie, n'est-ce pas, qui depuis met ce monde à feu et à sang. Mon cher Ngoz. Donc, c'est de cela qui se joue là. Qui se joue. Ce que la France fait là, c'est ce qu'elle ne peut faire, c'est que parce qu'elle a le soutien des Américains, elle a le soutien des Nations Unies, de toutes les institutions internationales, y compris FMI, Banque mondiale, elle a le soutien de l'Union européenne, de tous les pays européens, du moins, ceux qui sont dans l'Union européenne. Comment on fait chanter la SCA? Si vous croyez qu'on blague, si la Banque mondiale, le FMI ne sont pas dans le jeu, comment on fait chanter Touadéra tous les jours? La France, tous les jours, brandit le chantage que tu n'auras pas accès aux guichets internationaux. Le chantage permanent. Tous les jours, les pays africains sont soumis à ce chantage des guichets internationaux. Faites pas ceci, la communauté internationale. La communauté internationale. Alors, quand on dit communauté internationale, c'est quoi? C'est ce pays, mais c'est la Banque mondiale, c'est le FMI, toutes les institutions internationales, sur le plan financier, sur le plan juridique, machin et consort, qu'ils ont constitué, qu'ils ont mis en place. C'est ça qui effraie les dirigeants africains. Et ça qui effraie, c'est qu'on a peur d'être banni. On a peur de se trouver isolé. D'ailleurs, la ministre de la Défense française a passé le temps à rappeler à Assimi Goïta que tu vas te mettre, tu seras mis à l'écart. Il y a eu des sanctions venant de la CEDEAO. Avant les sanctions. Oui. Bon, c'est une organisation maudite, comme dit le gel des avoirs et tout ce qui va avec, pas de voyage. Mais avant ça, la ministre de la Défense française a dit à Florence Parly, oui, que le Mali se mettra à dos la communauté internationale. On a répété ça au moins 100 fois à Assimi Goïta. Donc ce qui se joue là, c'est une réflexion pertinente au niveau des Africains et une prise de résolution claire désormais que mais quel est notre rapport à la communauté internationale? C'est de ça qu'il s'agit. Le débat qui est sur la table, c'est notre rapport à la communauté internationale. Nous venons de fouetter un totem de la communauté internationale. Bon, quand le totem est mort, c'est bon qu'on laisse ça bien. Quand le totem meurt, son propriétaire aussi meurt. C'est tout. Il faut seulement l'empêcher de ramasser un seul morceau, hein, un seul grain de son totem. Il faut l'empêcher. Donc, quand la France est frappée là, comment elle est frappée là? C'est la communauté internationale qui est à terre, mon cher Ngoz. Et il faut donc que, sur le continent, émerge une réflexion
elle est déjà en cours d'ailleurs, l'avancée, la semi-gotanienne incarnation sur le plan politique, une réflexion pour dire désormais, cette affaire de communauté internationale, c'est terminé. C'est terminé, mon cher Gosse. C'est ça la dynamique, c'est ça la perspective de notre combat. C'est ça, nous on est à ce niveau-là, c'est là où nous on est. Un manque de sang communauté internationale. Parce que personne ne les a élus. On ne sait pas d'où ils sortent. Ce sont des sorciers et des criminels qui se sont assis et on dit que le monde les appartient, ils doivent le régenter. Mais c'est ça qui est en jeu au niveau du Mali. À un deuxième niveau, on a vu comment la France a violé les engagements diplomatiques qui la liaient au Mali. Ça, il faut le dire aussi. Donc, quand M. Macron décide que Bakar va se retirer, c'est sans concertation avec le Mali. Il faut le rappeler. Il n'y a aucune discussion entre lui et le président Assimi Goïta. Or, pendant ce temps en face, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un qui tient ses engagements internationaux, Assimi Goïta. Le Mali, qui est en droit de rompre les relations avec la France. Mais, M. Assimi Goïta a simplement dit depuis qu'il a le pouvoir que M. Macron, vous venez, il faut qu'on rediscute les termes de notre partenariat. Le gars est clair depuis. Alors, M. Macron a pris sur lui de dire je me retire, alors qu'il y a des engagements signés avec le Mali. M. Gosse, Barkhane existe là-bas au Mali parce qu'il y a des engagements. M. Macron a passé le temps, la France a passé le temps à les violer systématiquement. M. Gosse, depuis le jour où, avec les forces maliennes, Gao a été libéré par le Mali, Tombouctou, Kona. Ces trois villes ont été libérées, alors qu'on allait à Kidal pour en finir avec les criminels. La France a stoppé tout ça et elle a dit à l'armée malienne, vous n'entrez pas à Kidal. Violant les accords. Et depuis Kidal est devenu une base où les terroristes s'entraînent, mangent, sont protégés, grandissent, prennent du poids et deviennent de plus en plus forts. Donc, vous pouvez m'expliquer la signification des engagements diplomatiques quand un partenaire en face ne le respecte pas. Vous continuez à parler de diplomatie. Mais il faut qu'en Afrique, on cesse de couvrir la lâcheté par la diplomatie. Si vous êtes lâche, dégagez l'histoire. Quittez. Comment? Quittez. On ne peut pas passer à couvrir la lâcheté, on dit que non, c'est la diplomatie. Non, c'est pas la diplomatie, ça. Alors, vous êtes un grand diplomate, si en face à ça, vous ne dites rien, vous mettez sur place des stratégies pour en finir avec ça. Mais oui, hein, vous faites comme les Bazoum. Hein? Le type qui est en Côte d'Ivoire. Ouattara. Les Ambalo. Macky Sall. Les Macky Sall, les Kaboré. Des trucs comme ça, des choses comme ça. Tout ce qui est le plus honteux. Le plus honteux, mon cher gosse. Donc en face, on a vu un gars qui ne parle pas, qui dit ok, je vais te montrer. Ok, pas de problème. Je vais diversifier mes partenariats. Je vais appeler la Russie. Et dès qu'il a dit Russie, les Français ont vu Wagner partout. Wagner. Je vais vous dire, hein, Wagner, c'est une très bonne chose pour l'Afrique. C'est clair. Non, mais est-ce que quelqu'un l'a dit au fait? Il faut le dire. Wagner, c'est une très bonne chose pour l'Afrique. Quand vous voyez les Occidentaux pointer le doigt quelque part pour dire que Wagner, c'est une très bonne chose. Voilà des gens qui ont les... Oui, est-ce qu'on lance un caillou sur un arbre qui ne produit pas de feu? Non, pas du tout. Mais comment des mercenaires sont contre d'autres mercenaires? Alors, c'est ça le problème. Si tu vois un mercenaire, va pas d'autres mercenaires, c'est que le mercenaire est plus fort que lui. Il est plus fort que lui, c'est clair. C'est que le mercenaire va venir le chasser bien sûr sur ses terres conquises. Comme un vulgaire rat. Un vulgaire rat, merci Edmond, comme tu as en train de dire. Comment un mercenaire en chef, le fait que pointer notre mercenaire, Wagner est une très bonne chose pour l'Afrique. Il faut que tous les pays africains prennent contact avec Wagner. Vous savez pourquoi? Parce que quand la France voit Wagner, elle prie sur elle. C'est ça qu'il s'agit. Quand la France voit Wagner, elle prie sur elle. Donc même son élément qui avait pissé ici je vous dis que quand... Attends, c'est ce que nous on voit, non? Nous on voit seulement, on constate que ce que je dis est sérieux. C'est un langage qui peut faire rire, mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, tu ne fais pas que le dire. L'histoire nous l'a démontré. C'est Wagner qui leur a fait mordre la poussière en Syrie. Et c'est Wagner qui fait mordre la poussière à la France en Centrafrique. Donc, c'est... Rencontrer le même Wagner au Mali. Rencontrer le même Wagner au Mali. Mais avec le risque d'une vague de contamination dans toute la sous-région. Mais je vous ai parlé de ça tout à l'heure. Avec l'incendie. J'ai dit que tu es dans la maison de quelqu'un depuis des années, tu arrives à éteindre le feu. Tu appelles un voisin pour venir à celui qui n'a pas le voir. C'est quand même grossier quand on voit ça. C'est quand même le monde entier, c'est un cinéma pas possible. Un cinéma pas possible. C'est-à-dire que comme si moi en train de dire, ma maison brûle, je t'appelle au secours, tu viens, tu ne fais rien, tu aggraves le feu. Je vois un voisin qui a tous les moyens d'éteindre le feu, il va entrer chez moi, tu cours, toi, n'entre pas. Finalement, tu veux pas qu'on mette tout dans le feu. Il y a un problème. Mais
parlons de ça en rien, mais c'est très sérieux. Bien sûr. C'est-à-dire que l'affaire de Wagner, là, moi, ils sont en train de le faire. C'est-à-dire que Wagner, c'est la solution pour tous les pays africains. Tout à fait. Nous devons, il faut qu'on aille voir Wagner. Absolument. Même les gens qui ne sont pas au pouvoir doivent aller voir Wagner. C'est-à-dire que chacun doit aller voir Wagner. Il y a quelque chose à Wagner qui nous intéresse, je vous assure. Même par tourisme, même par curiosité. Il faut chercher à savoir quel patron de Wagner. Pour voir qui il est. Quel est ce Ils gars? sont pas loin de nous. Ils sont en Centrafrique. Quel est ce gars qui fait pisser la France? Pas seulement la France, toute l'Union européenne, les États-Unis. Ils pissent quand ils voient Wagner. Mais ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Wagner. Moi, je vais tout faire maintenant pour chercher à savoir qui est Wagner. Et si possible, rencontrer du genre de Wagner, même par curiosité, pour dire que non, je veux voir comment vous êtes des êtres humains normaux. Moi, je vais ici dans leur école. Mais c'est clair, il dit que vous n'avez pas voir ces êtres humains normaux. Non, c'est pas possible, mon cher démon. Vous voyez une diplomatie qui est basée sur la rumeur. L'État malien dit depuis que je n'ai aucun rapport avec Wagner. Elle n'existe pas. J'ai signé les accords officiels avec l'État russe. Nous avons vu le ministre des Affaires étrangères malien se rendre en Russie, reçu au niveau étatique le plus élevé, discuter avec Sergei Lavrov. Les accords ont été signés et Lavrov est annoncé au Mali. Mais l'État français fait que voir Wagner. Au Parlement, le sénateur a demandé à Madame la ministre de la Défense, Madame Palmer, dis-nous, Wagner là, c'est quoi au juste? Elle dit que non, mais c'est une rumeur. Je vous dis en plein Parlement. Mais c'est pas la sorcellerie, ça. Elle dit que c'est une rumeur. Mais quelle est cette rumeur qui vous rend fou? Qui vous rend aussi fou? Malade, il y a un problème. Comment la diplomatie là se fonce là? Je vous dis que si un pays africain fait semblant de ne pas voir Wagner, c'est pourquoi. Le pays là, c'est pas un pays africain. Nous devons même les pays africains doivent voir chaque pays africain doit rencontrer le gars de Wagner. Wagner doit être partout en Afrique. Parce que vous savez, la solution est là. Si Wagner est là, on est libre. Hein? Ils vont tous fuir avec les bases militaires. Mais c'est clair et net. Donc on voit tout ça. Tout à l'heure, Edmond a soulevé un ensemble de chefs d'État. Ça fait dire qu'ils sont dans un complot. C'est pas surprenant, mais c'est bon de parler de ça tous les jours. Il faut des dirigeants qu'on lui demande de respecter. On lui demande de respecter un monsieur comme Ouattara. C'est-à-dire que nous, on s'assoit en Afrique, on respecte Ouattara. C'est-à-dire une malédiction des malédictions pour ce continent. On ne sait pas quel mal on a fait pour qu'un type comme ça naisse en Afrique. On ne sait pas quel mal on a fait, bon Dieu. Mais c'est la famille des péchés, mais que Dieu nous pardonne. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un gars comme ça? De Macky Sall. Les Sénégalais s'arrachent les cheveux maintenant tous les jours. Ils se disent tellement que mais il est passé par où pour être président. Mais ils l'ont eu. Mais vous oubliez le Togo, hein? J'arrive. Mais on a parlé de lui ici. Mais les Sénégalais sont en train de pleurer que mais non, ils l'ont élu parce qu'ils ont cru au baliverne démocratique. C'est l'homme le plus corrompu de l'histoire du Sénégal. Macky Sall chasse les ministres qui nous appellent que mais président, regarde le contrat ci. Les Français donnent 10 francs. Mais le type là, l'autre monsieur là, hein? Il donne 100 francs. Il donne 10 000. Macky Sall dit au ministre, fout le camp, si le contrat en faveur des Français. Mais il dit, mais monsieur le président, il donne 100 francs, le gars là donne 10 000. J'ai dit de signer. Le gars a démissionné. C'est un jeune homme, c'est un standé. Pourquoi? Parce que son frère, sa soeur, la famille de sa femme, tous sont dans le contrat. Ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent plus quoi en faire. Macky Sall. Il est vraiment sale, ce type. Il est sale. Messieurs, il n'y a pas de retenue. Il n'y a aucune retenue avec les ennemis de l'Afrique, mon cher. S'il n'est pas content, il peut porter plainte. Il ne peut pas, parce qu'il va envoyer le CNC l'embêter. Il ne peut pas te porter plainte. Il va envoyer le CNC l'embêter, venez nous embêter, nous, laissez nous tranquilles. C'est nous qui parlons ici, non? Laissez-nous tranquille. J'assume ce que je dis. Laissez nous tranquille. CNC, prends-toi, il faut t'en prendre à nous. Comment Dieu qui nous convoque? Comment? Si tu es garçon. On va pas faire la lâcheté. Les gens tuent un continent, vous demandez qu'on soit poli avec eux. Macky Sall, hein? Un truc comme Bazoum. C'est-à-dire, on tire sur tes populations devant toi, tu les punis, tu les insultes parce que ils ont osé sortir pour protéger leur pays. Aux dernières nouvelles, s'il te plaît, il prend la parole en public pour dire qu'il demande à la France de mener une enquête sur les tirs de soldats français. Vous vous rendez compte? Qui se sont passés. Tirs de soldats français. Pourtant, on a d'abord accusé les soldats nigériens d'avoir tiré. Je sais, il y a plus grave. Moi, je comprends ce qu'elle m'a en train de dire. C'est grave. Non, mais. C'est-à-dire, au lieu qu'ils fassent l'enquête. Oui. Il demande à la France plutôt de faire l'enquête. Voilà, c'est peut-être. Tu as étonné tout le temps qu'on prononce le nom de Bazoum. Non, je suis au courant de l'information, mais bon. Bazoum. On a un sujet pour lui précisément au cours de la semaine. Non, c'est normal. On a un sujet personnel. Bazoum, On a préparé un sujet pour lui. Il le faut. Donc,
On va nous faire dire que les Nigériens ont élu Bazoum pour qu'il fasse ça. Ouais. C'est-à-dire que les Nigériens sont allés le voter pour qu'il fasse ça. C'est les Nigériens qui l'ont voté. Non, mais je sais qu'il a élu, moi, je connais. C'est le dire. C'est quoi l'histoire là-dedans? Les Nigériens ont élu quelqu'un pour faire ça. Pareil pour Kaboré. Ils jugent les manifestants. Alors que les gars ont marché, ils disent que non, président, on n'a pas fait à toi, on a fait à la France. Les gens marchent, ils disent que non, c'est pas non. Dors tranquille. Nous, on marche contre la France parce que notre état-major militaire nous a dit que c'est les Français qui nous dérangent. Kaboré se fâche de son public, mais qui vous a envoyé marcher contre la France? Et il fait le discours à 23h30. Il envoie le ministre des Affaires étrangères d'abord à RFI. Aller faire le loge de la France. Il fait le discours à 23h pour dire des bêtises. On ne peut pas continuer à donner du respect à des dirigeants comme ça, mon cher gosse. Et moi, je vais dire une chose. C'est quand même de mémoire d'homme, on fait un discours à 23h. À 23h30. 23h30. C'est de mémoire d'homme, c'était... On parle... Jusqu'à aujourd'hui, il n'a fait... Terminons, président. Ce qu'il a fait, c'est que il arrête les manifestants, il les met en prison. Il est puni parce qu'ils ont fait honte à la France. Fait honte à la France. Allez savoir comment... Alors, notre ami Egounti nous a dit, Egounti Béanzin, que nous saluons en passant, il nous a dit, vous connaissez Egounti, il dit que non, il est pris en otage par la France. Qu'il est pris, oui, d'accord, ok, par l'otage à la France. Mais qu'il dise à son peuple. Et vous savez, la politique, hein, c'est pas seulement les honneurs. Quand il faut mourir pour la liberté, mourir. Mourir. Il y a souvent des morts qui libèrent un peuple. Ah oui, hein? Il y a des morts qui libèrent un peuple. Mais on se souvient du petit Tunisien qui s'était... Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que si le président Kaboré est pris en otage, comme vous a dit notre frère Béanzin, Gounti, mais que Kaboré dit je suis pris en otage. Et on verra. Au lieu d'aller faire des tweets à la con comme il le fait. N'importe quoi. Il tweet depuis, n'importe quoi. Terminons, président. Oui, monsieur Ngo, vous voyez, tous les présidents là qui sont allés faire le complot contre Assimi Goïta. Tout à l'heure, les noms sont sortis. Avec Macron. Dans la tradition africaine, on dit que quand tu envoies la flèche nocturne contre quelqu'un, ça rate. Il se passe quoi? Ça retourne Senda vers toi. Merci, président. Donc, moi, je suis un homme de foi. Donc, ce matin, je prophétise. Retour à l'envoyeur. Comme ils ont raté Assimi Goïta, les jours de Bazoum, d'Ambalo, de Macky Sall, de Ouattara sont comptés. Leurs jours sont comptés. Je ne parle pas de Macron, de Macron. Parce que pour lui, en France, là, maintenant, lui-même a dit dans une interview que je ne suis pas sûr d'être candidat. Lui-même a dit. Je ne suis pas sûr. Donc lui-même sait ce qu'il attend. Donc tous ceux en Afrique qui ont comploté contre le Mali, je suis un homme de foi. Leurs jours sont comptés. Les jours de Ouattara, de Bazoum, il vient d'être élu là. Il y aurait une vraie élection au Niger contre lui, une vraie élection. Les Ambalo du Niger qui allait prendre 1 million de ce 1 milliard. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros pour vendre le continent africain. Les jours, tous ces jours-là, leurs jours sont comptés et leur chute est irréversible. Maintenant que Achille Mbembe a fait un sommet, Achille Mbembe et ces gens a fait un sommet pour noter comment les solutions qu'ils ont données à Macron sont en train d'être bien appliquées, en commençant par le Mali.